Cerno, une anti-enquête, Oui. 14e épisode. C'est comme ça la vie, monsieur. C'est quoi la vie? C'est une tartine de merde et on en mange un petit bout tous les jours. C'est ça la vie. C'est pas trop ébruité dans l'immeuble, c'est juste le bruit d'un assassinat, c'est tout. Les anciens occupants de mon appartement m'ont raconté qu'un serial killer avait habité dans l'immeuble. Ah, c'est dangereux hein, dans cet immeuble. Hein. Jean-Thierry Mathurin. Thierry Paulin. Je me lance dans une enquête. Ici? C'est pas vrai. Faut toujours croire en l'être humain. Lui exploser la tête, lui trancher la gorge avec une bouteille, lui mettre dans la tête. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, tu réfléchis plus, quoi. Aujourd'hui, nous avons des leçons à apprendre de cette atroce affaire. 3, 2, 1. C'est un grand immeuble blanc, un peu art déco, je dirais. Alors je vous dis quand même ce qui s'est passé ici. Il faut s'accrocher parce que c'est le crime le plus terrible de Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin. Donc 2 jours après le meurtre de Madame Secaresco, Alice Benaïm est découverte 2 heures à peine après son assassinat par son fils André Benaïm, qui venait comme tous les jours déjeuner avec sa mère. La vieille dame de 84 ans a visiblement été frappée au visage, rouée de coups et torturée. Son ou ses meurtriers ont été d'un rare sadisme. Ils lui ont fait avaler de la soude caustique, sans doute pour lui faire avouer où étaient cachées ses économies. La bouche et la gorge brûlées, Alice Benaïm a été ligotée avec du fil électrique, les mains dans le dos, et jetée sur son lit. Elle est morte étranglée. Selon son fils, le butin n'a pas dû dépasser 400 ou 500 francs. Même pas 100 € quoi. Cette fois, un voisin a prévenu la presse. En quelques heures, photographes et journalistes sont sur les lieux. L'affaire, dévoilée au public, prend une envergure nouvelle. Il y a une lourde porte en métal gris. Il y a une fenêtre qui se ferme au 2e. Il y a un monsieur en boubou gris qui marche difficilement avec une canne. En bas, il y a un bar-restaurant italien chez Cyril. Bonjour monsieur. Je fais un petit reportage sur l'immeuble en fait. Oui. Et je cherche des gens qui auraient habité ici dans les années 80. 80. Ah non, moi je suis arrivé, ça fait 9 ans. Ah ok. Je suis là, je suis un petit peu récent. C'est un bel immeuble. Hein. Oui, c'est un bel immeuble. Donc, je crois que c'est l'immeuble des années 30. Ouais. Et donc il a été réhabilité, rénové. Magnifique, il est très lumineux. Oui, puis bon, l'intérieur est sympa aussi. Ouais. C'est un immeuble qui est très, très calme. Ouais. Enfin, moi, je m'y plais. Il ne se passe rien. Non, rien de spécial. Il y a un gardien. Ouais, il y a une gardienne qui est adorable. Je peux aller la voir? Ça vous dérangerait pas de nous On peut toujours aller la voir si vous voulez, on va lui demander. Comment elle s'appelle? Maya? Bon, bah je vous suis alors. Vous arrivez des courses? Oui. Je peux vous aider? Hop, je vous aide. Je vous porte votre diable. Il est lourd? Vous avez acheté beaucoup de choses? Bah oui. Il filait ses victimes jusque chez elles, et puis il les tuait en les étranglant. Bonjour madame, c'est vous la gardienne? Oui. En fait, je cherche des gens qui auraient vécu ici dans les années 80. Ah, je connais pas. D'accord. Moi, j'ai pas vécu dans. Non, moi non plus. Moi, ça vient après, oui. D'accord. Vous voyez qui je peux... Parce que en fait, je cherche des renseignements sur une dame qui a vécu ici dans les années 80. Et Quelle dame? elle s'appelait Alice Partouche Benaïm. Ça vous dit rien? Non. Moi non plus, non. Et je cherche des gens qui l'auraient connue, en fait, pour me parler Mais d'elle. moi, ça m'embête, votre micro et tout ça. Mais non, mais vous inquiétez pas. Hein. Ça m'embête vraiment. Vous voulez que j'éteigne? Bah oui. Ouais? Parce Ok. que vous m'avez pas demandé si... je sais pas si vous enregistrez, ça se fait pas comme ça. Ouais. Bah, je peux... Est-ce que je... Complètement... Est-ce que je peux vous enregistrer ou non? Bah non. Non? Bon, j'arrête alors. Oui. Ok. Donc voilà, j'ai rebranché mon micro. La gardienne m'a dit qu'elle était très embêtée que j'ai un micro, qu'elle voulait que je coupe et qu'elle allait appeler une dame qui vivait ici dans les années 80, qui est dans l'immeuble, pour voir si elle est d'accord pour me parler. Donc j'attends dehors. Je lui ai dit que j'étais pas un délinquant. C'est sûr qu'arriver micro ouvert quelque part, ça fait peur à tout le monde. Oui, j'ai rebranché. Elle va arriver. Ah, elle arrive, ok.
D'accord. Bon, bah, c'est très gentil, merci, j'apprécie beaucoup. Au revoir. Bonjour madame. C'est vous? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Voilà. Je m'appelle Julien. Oui, enchanté. Enchanté. En fait... Oui, mais je peux m'enregistrer, éteignez ça. Hein. Ouais. Je veux bien vous parler, mais vous éteignez votre appareil, je peux t'enregistrer. Pourquoi vous voulez pas? Parce que je ne veux pas t'enregistrer, d'abord, ouais. Éteignez. Je ne veux pas t'enregistrer, vous éteignez. Oui, j'éteins, ok. Éteignez, allez, voilà. Je viens de me faire hurler dessus par la dame qui est descendue, qui m'a demandé ma carte de presse, mais j'ai pas de carte de presse. Elle m'a dit que j'étais un charlatan, qu'il y avait eu 50 journalistes qui avaient fait des reportages sur cette affaire et que j'avais rien à faire ici. J'ai l'impression que c'est complètement absurde ce que je fais. Bon, je vais rentrer, je suis dégoûté. Je vais rentrer chez moi. « 3, 2, 1. Alors je suis rentré chez moi. Je suis dégoûté parce que j'ai fait quelques recherches sur internet, sur Alice Partouche Benaïm. Et contrairement à Mademoiselle Secaresco, j'ai rien trouvé. Pas de traces de son fils, rien. Je sais pas trop comment m'y prendre pour retrouver des choses sur elle. Donc j'ai peur qu'elle soit, elle aussi, disparue pour toujours. Du coup, je suis revenu à Mademoiselle Secaresco. J'avoue que je suis un peu hanté par elle, moi aussi. Et le portrait que m'en a fait Nadia, son élève, m'a donné envie d'aller plus loin et d'essayer de vraiment retracer sa vie. J'ai pas pu m'empêcher d'aller chercher des archives en ligne et je viens de trouver son acte de décès, donc qui a été dressé le lendemain de son assassinat, quand elle a été découverte. Je vous le lis. Le 5 novembre 1984, 14h20, a été découverte décédée en son domicile, 60 boulevard de Clichy, Johanna Secaresco, née à Gand, Belgique, le 12 mars 1913, retraitée, filiation inconnue, célibataire. Dressée le 6 novembre 1984, 11h30. Alors du coup, j'apprends qu'elle est née à Gand, en Belgique. Je sais pas pourquoi. Et j'aimerais bien retrouver le nom de ses parents pour savoir d'où ils venaient exactement. Peut-être que le mieux, ce serait que je retrouve sa tombe. Je me dis que si elle vivait boulevard de Clichy, dans le 18e, elle devrait être enterrée au cimetière de Montmartre. Voilà, je suis à vélo. Je passe devant le 60 boulevard de Clichy, là où habitait Mademoiselle Secaresco. Et le concierge qui attend les bras croisés devant la grille. Et je vais un tout petit peu plus loin au cimetière de Montmartre. J'espère la retrouver là en fait. Je passe devant le Moulin Rouge. Et j'arrive au cimetière de Montmartre. Et je vais planquer mon micro. Parce qu'on n'a pas le droit d'enregistrer dans un cimetière sans autorisation. « 3, 2, 1, 3, 2, 1, je rebranche mon micro. Alors c'était assez facile. J'ai demandé aux employés du cimetière si Johanna Secaresco était enterrée ici. Ils l'ont trouvé dans un registre. Ils m'ont donné un plan, ils m'ont dit que c'était dans la 28e division. Et là j'arrive devant sa tombe. Donc c'est une tombe grise, qui est un peu abandonnée. Il y a des fleurs sauvages qui poussent. Tout est un peu effacé. Alors, il y a écrit Léa Redler, Lucienne Redler, née Lefebvre, 1825-1895. Hélène Secaresco, née Redler, 1888-1977. Donc j'imagine que c'était la maman de Johanna Secaresco. Johanna Secaresco, 1913-1984. C'est très émouvant d'être ici. Il n'y a pas de trace de
d'un éventuel père. Bon, j'ai au moins le nom de la mère. En tout cas, avec ces noms, je vais faire quelques recherches. On verra bien. J'entends des corbeaux. Elle est enterrée juste à côté du compositeur Ambroise Thomas. 2-3 tombes à côté. C'est une partie assez chic du cimetière. Très ancienne. Il y a quelques touristes. Ici, c'est la tombe de Michel Berger et France Gall. Là, il y a une tombe magnifique avec une statue en bronze énorme d'un homme assis. Tiens, ici, c'est la tombe de Dick Rivers qui vient de mourir. Je tombe par hasard dessus. Dick Rivers, 1945-2019. Il y a une photo de lui avec une gravure qui représente une voiture décapotable américaine. Il y a une dizaine d'années, j'avais fait un reportage ici. J'avais rencontré une dame qui passait sa vie dans le cimetière. Elle s'appelait Françoise et elle nourrissait des chats et elle fleurissait des tombes, des gens qu'elle connaissait pas. J'achète des plantes et je les mets sur les vieilles tombes. Pourquoi vous faites ça? Pour m'occuper la tête, l'esprit. Vous avez des choses à nettoyer dans votre tête? Oui, sûrement, oui. Bon, on en a tous, hein. Oui. Oui. Je vais aller voir si elle est là. On sait jamais. Je la vois là-bas. Je sais pas si elle se souvient de moi. Françoise? Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Julien, on s'était rencontrés il y a une dizaine d'années. J'avais fait il y a 10 ans. un reportage avec vous pour France Inter, vous vous souvenez? Ah oui, j'avais un ami qui est mort depuis et qui écoutait la radio, rue Burke, là où j'habite, et elle a reconnu ma voix. Je crois que je ne savais pas que vous m'aviez enregistré. Je m'en souviens. D'accord, je peux vous l'envoyer si vous voulez. Non, moi j'ai pas d'appareil pour écouter, j'ai rien du tout. J'ai pas internet, j'ai rien du tout, je sais même pas ce que c'est qu'une clé USB ou qu'une une box, enfin je sais, mais bon voilà. Oui, vous n'avez pas de portable? Non. Vous ne l'aviez pas à l'époque? Non. Je me souviens. Non, mais vous savez, je suis têtue. Hein. Comment vous allez? En ce moment, je vais bien, j'ai vieilli, forcément comme vous, j'ai pris aussi 10 ans, moi aussi. Je trouve très belle, ça me fait très plaisir de vous voir. Très belle, moi je suis toujours très belle. Je fais partie des signes qui, soi-disant, plus ils vieillissent, plus ils s'améliorent. C'est comme le bon vin. Quel signe? Capricorne. Et ben voilà, il y a mes chats qui sont de plus en plus difficiles par contre. Alors là, vous avez un grand plat à gratin, vous êtes en train de mettre de la pâtée pour chat et de la viande hachée. Voilà, je vais mettre ça dans la mangeoire. Il y a un petit chat gris qui est en train de manger. Mignon, il s'appelle Missouri. Missouri? Missouri. Lui, c'est Renoir. C'est le chat le plus vieux du cimetière. Il a 15 ans. Il vous aime? Oui, même. Hein, mon Renoir? Tu m'aimes? Et ça, c'est Camilo. Parce qu'à l'époque, Françoise, quand je suis venu il y a 10-15 ans, vous étiez dans les fleurs, vous fleurissiez les tombes. Oui, mais maintenant, je m'occupe beaucoup moins de fleurs parce que j'ai vieilli, que c'est fatigant pour l'arrosage. Vous avez quel âge, Françoise? Moi, je ne vais pas le dire. Ah bon? Ça se dit pas, hein? Non, c'est-à-dire que moi, déjà, je peine d'être vieille. Moi, déjà, à 30 ans, je me suis retrouvée vieille, alors vous imaginez. Ah oui, déjà? Non, mais déjà, je vivais avec quelqu'un qui n'avait jamais eu une femme plus vieille que 30 ans. C'était qui, ce monsieur? Un député. Un député? Oui, j'ai vécu 15 ans avec lui. Il avait 30 ans de plus que moi. Vous allez où, là? Là, je vais me mettre dans ma gamelle, là. Dans ma mangeoire, pardon. Et c'était un... Attendez, je vous suis entre les tombes. C'était un député de droite. Pardon? Un député avec des opinions de droite, indépendant, disons. Et moi, je suis plutôt de gauche. Enfin, c'est pas plutôt, je suis de gauche. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Tout, c'était très bien. Un minou, c'était très bien, Peluche. Ça, c'est Peluche. Et qu'est-ce qui fait que vous l'aimiez, alors? Oh, plein de choses, je ne veux pas le dire. Parce qu'il était beau? Oh, bon, je sais pas. Et lui, il a eu 300-400 filles dans sa vie, donc c'était un playboy. Catherine Deneuve, c'était une aventure. Il a eu une aventure avec Catherine Deneuve. Et déjà, je cohabitais avec lui. Ah bon? Ah ben oui. C'est mon frère qui m'a dit, écoute, j'ai vu Luc Marie, il s'appelait Luc Marie. Il m'a dit, j'ai rencontré Luc Marie avec Catherine Deneuve, c'était sans équivoque. Alors, vous imaginez, à l'époque, comme j'étais bête et naïve, j'ai rien compris. Je vois, il est assis dans la cuisine, on habitait là dans le 17e, rue Laugier. Il m'a dit, tu sais, elle est très gentille, cette petite Catherine.
C'était France Gall. Elle est au même endroit en fait. C'était une péniche à l'époque. France Gall? Oui. Puis après, j'ai appris qu'en fait, cette péniche, c'était le rendez-vous des partous, là. Et il y avait France Gall. Voilà. Et maintenant, elle est enterrée juste à côté de nous. Ah ouais. Bah, elle a fait sa vie, moi je m'en fous. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, hein. Donc, ils faisaient des partous. Bah oui. Et vous? Moi, jamais. Oh bon, c'est pas possible. Mais c'est passé de mode, je crois, non? Je sais pas. Moi, j'en ai jamais fait. Moi non plus, je me vois pas. Mais c'est une question de complexe, peut-être. Hein. Vous auriez aimé faire des partous? Pas du tout. J'ai même jamais pensé à ça, parce que j'ai mis des années à comprendre, puisque mon frère m'avait dit c'est sans équivoque. Donc ça veut dire que aussi mon frère, mais mon frère c'était le playboy, avec des Porsche Turbo, avec des Jaguareux, Bon, c'était le playboy. Sans équivoque, j'ai compris 30 ans ou 40 ans après. Attendez, ça veut dire que votre frère a croisé votre petite amie avec Catherine Deneuve dans une boîte à partous? Oui, et France Gall. Je raconte pas d'histoire, moi. Ouais. Parce que vous savez pourquoi? Je voudrais raconter des histoires, mentir. J'aurais adoré ça. Mais j'ai pas suffisamment de mémoire pour me rappeler de ce que j'ai dit. Les mythos, ils savent faire ça très bien. Julius! Ils sont heureux ici. Hein. Ouais, vous aussi, vous êtes heureuse ici. Ben oui, je me demande pourquoi. Ce qui est intéressant dans le cimetière, en fait, c'est que on croit qu'il va rien se passer, puis il se passe plein de choses. Puis des histoires, plein d'histoires. Moi, pas trop, j'ai pas trop d'histoires parce que je suis une solitaire, mais il se passe plein d'histoires. Allez. Vous pouvez pas savoir comme je suis content de vous voir. C'est vrai? Oui. Écoutez, on prend 10 ans. Moi, je m'aperçois pas. J'ai 10 ans. C'est pas possible, ça. C'est impossible. Je pourrais mettre la main comme ça pour arrêter le temps, mais... Vous ne voulez pas vieillir? Ben, j'ai jamais voulu vieillir. Je vous dis, à 30 ans, je me trouvais vieille. Ouais. Donc vous avez été... Comment vous êtes venu aujourd'hui ici? Je fais des recherches sur une dame, en fait, qui était enterrée ici. Ah et bon? qui avait été assassinée en 1984. Et qui s'appelait Johanna Seikaresco. Et qui est enterrée là-bas. En fait, je suis allé retrouver sa tombe parce que je voulais faire des recherches sur elle. Et elle a été, vous savez, assassinée par Thierry Paulin. Vous vous souvenez de cette histoire? Oui, oui. Ah, oui, mais je ne savais pas qu'elle était enterrée ici. Enfin, je sais que Paulin, je m'en souviens, puisque je l'ai croisé à Montmartre, à Pigalle. Comment ça, vous l'avez croisé? Il était là le jour où j'étais au Monoprix, mais... Place Blanche. Il filait ses victimes jusque chez elles. Il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies. Et puis il les tuait en les étranglant. À suivre. Allô? Chers auditeurs, vous venez d'écouter le 14e épisode de cette anti-enquête. Vous pensez peut-être que la série est presque terminée, et pourtant ce n'est que le début. C'est pas vrai. Si tout se passe bien, l'anti-enquête s'étendra sur une 50aine, voire une 100aine d'épisodes, histoire de prendre le temps d'explorer toutes les pistes autour de cette affaire criminelle, et de faire le plus de rencontres possible. Non! Tous les jours de la semaine, entre deux diffusions, je continue à enquêter sur les victimes, sans savoir où ça va me mener. Dans une improvisation totale. Je passe ensuite de longues heures, sur mon ordinateur, à monter toutes les paroles que j'ai recueillies. J'espère que le résultat vous plaît. Tous vos messages m'encouragent à continuer. Il reste de nombreux lieux de crime à visiter, beaucoup de personnes à rencontrer. Ah ça? Si vous appréciez ce travail, si comme moi vous souhaitez que cette anti-enquête dure longtemps, vous pouvez désormais me soutenir, participer et faire partie d'une communauté d'auditeurs. Pour cela, rendez-vous sur patreon.com/Cerno. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Tout vous sera expliqué sur le site. Je répète, patreon.com/Cerno. Cerno n'existerait pas sans Théo Boulanger, c'est lui qui compose toutes les musiques. Et France Gall. Merci beaucoup et rendez-vous dimanche prochain. Ah non, non. D'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.